Okay, great. So we can start now. We have all our panelists. Nous allons maintenant commencer. Tous nos intervenants sont connectés. Bienvenue à cette dernière session de l'édition 2021 du Forum mondial Blockchain et commerce international qui examinera les mesures politiques qui sont en train d'être prises ou qui doivent être prises pour faire progresser la transformation numérique du commerce. Aujourd'hui, nous avons entendu l'importance du commerce international qui doit se numériser dans un monde frappé par la pandémie qui force de nombreuses personnes à travailler depuis la maison et qui a beaucoup d'effets sur les chaînes d'approvisionnement. Nous avons entendu que ces technologies peuvent accélérer l'accès au financement. Nous avons entendu l'importance des chaînes de blocs pour le commerce. Nous avons entendu également les difficultés qui sont rencontrées par les différents acteurs sur le terrain. Que devons-nous faire pour que nous n'ayons pas la même conversation dans 5 ans? L'idée de cette session est de présenter certaines des initiatives qui sont adoptées pour affronter des défis pour une plus grande transformation numérique aujourd'hui, comme le problème des îles numériques ou le manque de cadre réglementaire. Nous examinerons différents aspects. Je sais que la réunion a été longue aujourd'hui. J'aimerais qu'aujourd'hui, nous ayons une session aussi interactive que possible et vous pouvez utiliser le bouton Q&A. Nous avons d'éminents intervenants à nos côtés aujourd'hui. Nous avons Luca Castellani, secrétaire du groupe de travail 4 de la CNUDC sur le commerce électronique. Il est le roi du MLETR. Si vous ne savez pas encore ce qu'est cette loi type, il va vous le dire dans quelques instants. Et Lucas, dans son temps libre, aime beaucoup l'aviation. Il fait voler des petits avions. Il aura donc la tâche difficile de nous permettre de naviguer à travers les méandres de cette loi type sur les documents transférables électroniques ETR. Nous entendrons ensuite Sarah Green, commissaire juridique pour le droit commercial et le common law à la commission juridique du Royaume-Uni. C'est la reine de l'ETR. Elle nous exposera quels sont les défis rencontrés par le Royaume-Uni dans ce domaine. Elle est juriste, mais son rêve était de former des chiens guides. Et c'est ensuite le droit qui a prévalu. Nous entendrons ensuite Oswald Quinler, directeur exécutif de l'initiative pour les normes numériques de la CCI. Il aura la tâche ardue de connecter différentes îles numériques. Le livre préféré d'Oswald est Hit Refresh, The Quest to Rediscover Microsoft Soul, de Satya Nadella. Je dois admettre que je ne l'ai pas lu, mais je le ferai. Mais le titre, sans aucun doute, est une source d'inspiration et conforme à ce que nous voulons réaliser ici, savoir imaginer un avenir plus brillant pour le commerce. Nous entendrons Pam Sangha, qui est leader Global Blockchain pour IBM. Pam a eu le privilège de rencontrer Sean Connery, le premier James Bond, lors des jeux d'ouverture, du match d'ouverture de la Coupe du Monde à Paris en 1998. Il a également été le deuxième James Bond, Bob Holness. Il l'a également rencontré, lorsqu'il a participé à un quiz pour enfants à la télévision. Il n'est pas seulement le nouveau James Bond, mais il est également agent secret pour la facilitation du commerce à travers la numérisation. Quel programme? Enfin, nous entendons Michael Vontamitis, 25 ans d'expérience chez Standard Chartered,
coprésident du groupe de travail de la CCI sur la numérisation du commerce. Il a 4 jeunes garçons et il participe grandement aux questions relatives à la numérisation du commerce, au financement du commerce. Quand il n'est pas actif lors de ses différentes tâches de nuit, il dort pour se recharger. Il a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Nous allons donc l'entendre parler de ce sujet. Nous allons d'abord entendre notre premier intervenant, Michael Vrontamitlis. Merci beaucoup. Emmanuel, vous avez identifié les différents aspects qui ont permis de numériser l'écosystème commercial et de promouvoir la croissance économique. Nous savons que les interactions entre l'acheteur et le vendeur sont très nombreuses et donc il est difficile d'être efficace et de s'écarter du papier, des documents papier. Si l'on se place sous l'angle des MPME, eh bien, on voit sur cette diapositive ce que c'est que d'être une PME. Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, vous devez affronter chacun de ces participants dans le processus. Il y a donc tous ces différents acteurs, et si vous êtes une grande entreprise, en général, vous avez un document PDF ou un email qui regroupe toutes les informations et ces milliards de documents qui sont nécessaires pour permettre le commerce international se présentent sous cette forme. Mais si vous êtes une MPME, vous allez devoir vous inscrire à différents types de réseaux. Pour les paiements, par exemple, il y a différentes entreprises de logistique, d'expédition, de procédures douanières que vous devez régler. Et donc, il est difficile pour les PME de se numériser. Et sans se numériser, la transparence requise pour les PME reste bien lointaine. Donc, comment résoudre ce puzzle, cette connexion, comment établir cette connexion entre ces différentes îles numériques? La CCI a mis en place une feuille de route pour le commerce numérique. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une infrastructure juridique, il faut également des règles et normes et des transformations numériques. Cette feuille de route nous montre ce dont on a besoin de la part des gouvernements, des différents organes de l'industrie. Nous avons identifié 9 mesures que peuvent adopter les gouvernements. John Denton a mentionné la mise à jour des aspects juridiques à travers la loi type de la CNUDCI. Je suis certain que cela sera très intéressant. Mais il s'agit également de disposer d'un guichet unique pour les douanes, une question qui a déjà été mentionnée lors des sessions précédentes. Pour réaliser cette feuille de route, eh bien, du temps sera nécessaire. Alors que nous vivons cette période de pandémie, les MPME sont confrontés à des pressions croissantes aujourd'hui. Merci beaucoup, Michael. Cette première diapositive était vraiment très intéressante. Elle indiquait clairement les difficultés que rencontrent les entreprises. Il faut simplifier ce schéma. Je me tourne maintenant vers vous, Parm. IBM a récemment publié une étude qui examine ces questions. Pourriez-vous nous faire part des résultats de cette étude? Oui, merci, Emmanuel. Michael a mis en évidence des questions
très complexe. Nous avons entendu le DGA dire ce matin que se numériser était absolument vital. Nous avons également entendu ce matin quels sont les leviers que les acteurs du commerce pouvaient utiliser. Nous avons entendu des exemples de mesures pratiques que l'on peut adopter pour mettre en place ce flux de travail. Il s'agit de tester, d'expérimenter, mais avec des gouvernements ouverts. Tout cela étant dit, chez IBM, dans cette étude, nous avons examiné justement ces références que l'on a mentionnées ce matin, mais selon un autre point de vue. Nous avons entendu 3 choses comme base de cette étude qui est en 3 chapitres. D'abord, les différents acteurs du commerce, les différents acteurs des différents secteurs disent, eh bien, cette numérisation va se produire quoi qu'il arrive. Mais il s'agit d'un écosystème basé sur du papier qui est très complexe. Donc, comment peut-on intégrer tout le monde? Deuxième point, les investissements numériques. Il y a des fonds, il y a un budget, mais qu'en est-il des investissements pour numériser le commerce? Nous savons que certaines étapes sont très lentes ou qu'il y a des freins qui sont actionnés parce qu'on ne sait pas si l'on va dans la bonne direction. Les acteurs s'inquiètent des retours sur investissement. Et puis, troisième élément, les indications des directives. Nous avons besoin de davantage de collaboration qui exige une coordination. Et peut-être que les organes de régulation pourraient jouer ce rôle parce que l'adoption va plus loin que publier des cadres et des directives. C'est dans ce contexte que nous avons mandaté cette étude. Nous avons examiné les différents acteurs. Nous avons demandé aux acteurs où ils en sont au niveau de leur chaîne de blocs, où ils veulent arriver et comment ils pensent arriver à cet objectif. Première chose que nous avons vue dans le chapitre 1, c'est que nous avons une nouvelle perspective mentale qui s'établit aujourd'hui. Les personnes commencent à comprendre qu'il faut collaborer. Nous avons entendu le mot collaboration être prononcé plusieurs fois. Nous voyons des tendances très claires avec les blockchains. Il s'agit de travailler de manière collaborative. Où est la valeur immédiate des blockchains? Eh bien, il s'agit des coûts, la réduction des coûts. Les parties ne doivent plus gérer différentes bases de données parce que nous avons une distribution du réseau qui est différente. Nous voyons des bons retours sur investissement. Et donc, le premier chapitre indique qu'il y a un changement d'attitude et que les investissements permettent d'avoir un bon retour. Deuxième question, où veut aller le secteur? Eh bien, ils savent qu'ils doivent partager les données de manière plus intelligente et donc ils vont passer au monde virtuel à travers des banques, à travers des sociétés d'expédition ou autres. Plus de 65% ont dit qu'ils veulent partager les données, mais moins de la moitié ont confiance dans le mouvement de ces données. Et puis, il n'y a pas seulement le problème de la confidentialité, mais il y a également le problème de la monétisation. Par exemple, si j'échange avec Sarah, Luca, Michael, Oswald, nous partageons des informations, nous bénéficions tous de ce partage d'informations. Comment puis-je
savoir que Lucas ne gagne pas plus d'argent que moi. Il faut donc assurer l'équité dans le partage des données, mais 88% ont dit très clairement, quoi que l'on fasse au niveau des données, il faut une bonne gouvernance en termes de normes. Il existe déjà des bonnes normes, mais peut-être qu'il faut les compléter au lieu de créer quelque chose de nouveau. Parce que si on ne peut pas partager les données, et c'est la deuxième partie de ce chapitre, c'est montrer la provenance d'un produit, par exemple le cobalt dans le véhicule électrique que je vais acheter, eh bien, il y a une préférence, une loyauté envers le consommateur. La prochaine manière intéressante de voir les choses était si l'on peut numériser le flux de travail, on peut peut-être numériser les actifs. Ce qui nous emmène à des opportunités nouvelles, étant donné que la dernière raison pour laquelle les entreprises souhaitent échanger les données, c'est pour la croissance. À 90% attendent une croissance du PNB de 1 à 10% grâce au changement et avec l'économie circulaire et le contexte général, l'économie du partage, lorsque l'on tient compte de l'environnement, on voit de la valeur au partage de données. Troisième et dernier chapitre, comment est-ce que les organismes de données souhaitent collaborer au-delà des frontières et passer au monde virtuel de l'interconnexion. Sur le plan technologique, aucune technologie ne va diriger le monde. Ce sera une palette, un mélange de 85% le pensent et tout le monde doit pouvoir fonctionner. Et il doit y avoir une interconnexion, l'interopérabilité, interfonctionnement et également le mouvement des données. Lorsque l'on est sur à Amazon ou quel que soit le nuage, ça va être déplacé de l'infrastructure. Donc, l'interconnexion existe et doit exister. Faut-il toujours choisir, par exemple, 1, 2, 10 fournisseurs de KYC ou certains autres, pas d'autres. Les entreprises soient efficaces, c'est pourquoi il faut investir en interne, puis comment et où le faire. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors oui, effectivement, les chaînes de blocs sont distribuées et décentralisées, mais nous savons peut-être qu'il faut quand même un minimum de supervision. Cette idée de lieu neutre est déjà exprimée. Par exemple, dans l'écosystème commercial, peut-être qu'il faut se connecter à quelque chose et non pas se connecter les uns aux autres. Merci. Bien, la transition est excellente pour la prochaine question que je voulais vous poser, c'est-à-dire l'importance de l'interconnectivité. Nous avons entendu parler de l'interopérabilité, interfonctionnement et dans tous les débats, cela revient systématiquement. En fin de compte, ce matin, nous l'avons entendu et cet après-midi aussi. Ce sont des termes multidimensionnels. Alors peut-être que l'on pourrait analyser chacune de ces dimensions pour voir ce qu'ils signifient. Tout d'abord, je voudrais parler de l'interfonctionnement technique et continuer avec vous parce que IBM est chef de file en matière de chaîne de blocs. Vous avez différents projets liés au commerce international. Pourquoi est-ce que l'interfonctionnement est pour vous un problème? Alors, l'interfonctionnement est essentiel pour son adoption, mais normalement, on parle toujours de la technologie Emmanuel, ce qui est acceptable, mais comme nous l'avons entendu aujourd'hui, l'interfonctionnement du point de vue de la gouvernance est important, c'est-à-dire la législation, Sarah va sûrement en parler, mais aussi du point de vue entrepreneurial, c'est-à-dire quelles sont les mesures d'incitation naturelle qui les poussent. Donc, il faut tenir compte de toute une série de facteurs avec la technologie, mais en ce qui concerne la technologie proprement dite, si l'alignement ne se fait pas, eh bien, cela aura une incidence sur le déploiement et la connexion. L'interfonctionnement technologique comporte 3 facettes, mais il y en a un quatrième en fait qui montre la tendance. Tout d'abord, comme nous l'avons dit, tout revient à la numérisation
du flux de travail, c'est-à-dire le transport de données. Les API fonctionnent bien. Beaucoup d'entreprises fournissent des capacités, ne sont pas forcément ouvertes, mais sont concurrentielles et sont capables de transporter des données dans un monde dématérialisé. Ils souhaitent effectivement passer par les API, les applications et les infrastructures. Et c'est là qu'intervient l'infrastructure du cloud. Et c'est ainsi que WS, Amazon, Google ou autres peuvent le faire. Puis, ce qui intervient, c'est l'interfonctionnement de la chaîne de blocs. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, il existe différents modèles de consensus par lesquels ces plateformes peuvent fonctionner, mais il faut qu'elles collaborent, qu'elles travaillent ensemble. Et parfois, j'ai l'impression en fait que tout revient l'interfonctionnement technologique ou au DLT ou aux chaînes de blocs parce qu'ils veulent tous gagner la partie. Mais ça ne va pas fonctionner comme ça. Tout le monde doit collaborer. Troisièmement, du point de vue technologique, nous voyons maintenant une quatrième couche. C'est l'interconnexion. Parce que je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, la technologie peut faire ces choses, mais ensuite, ce sont les entreprises et les gouvernements qui vont déterminer le dessin et sa conception. Comment est-ce que je déplace les données d'une partie fiable à une autre partie de confiance de manière fiable? Et c'est là, maintenant, que nous constatons les principales difficultés. Merci beaucoup, Parm. Comme vous l'avez dit, ça va bien au-delà de l'opérabilité et de l'interopérabilité, en tout cas entre entreprises. Puisque l'on parle d'entreprise, très récemment, le CCI a lancé différentes initiatives dont le but est de gérer les différents problèmes. Les questions que je pourrais vous poser, donc, comment avez-vous l'intention de jeter des ponts entre les différentes îles? Quels sont les défis que vous rencontrez? Merci beaucoup, Emmanuel, et merci de me donner la parole. Revenons aux normes. Les normes, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Bien, et c'est tout. Non, alors lorsque l'on parle de la numérisation, comment est-ce que l'on fait en sorte que les importateurs et les exportateurs, transporteurs, banques et responsables en douane, de manière efficace et efficiente, numérisent le commerce? Lorsque je pense à l'efficacité de la numérisation, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Chaque dollar que nous dépensons dans ces investissements, comment faire en sorte, en fait, que la numérisation favorise nos processus et nos procédés. Ensuite, comment garantir que nous allons le faire de façon efficace? Pour revenir à ce que disait Michael tout à l'heure, peut-être que les petites entreprises ne peuvent pas rejoindre les plus grandes lorsque les solutions de chaîne de blocs ont des difficultés. Les PME et MPME doivent gérer avec cette complexité. Et la façon la plus importante de le faire, en fait, ce n'est pas nécessairement de l'envisager sous l'angle technologique, mais plutôt sur de point de vue du banquier, du transporteur, etc. Si je suis transporteur, par exemple, comment numériser la documentation pour que toute la plateforme puisse l'utiliser? Comment le faire de telle sorte que si je suis un banquier, je ne dois pas forcément consulter tous les documents sur 10 applications différentes pour faire avancer le processus de documentation. C'est important et il faut l'envisager également de la perspective client et les choses sont plus faciles parce qu'il est plus simple d'imaginer là où nous en sommes et sur quoi baser nos efforts. Et nous allons constater que bon nombre des pièces du puzzle existent déjà. J'ai une diapositive, une seule. Et ici, vous voyez quelles sont les 5 priorités que nous avons dans ce domaine-là de la numérisation. Par exemple, comment les gens envisagent les normes. Bien souvent, on constate qu'il existe toute une variété de normes, mais lorsque l'on parle à la communauté des développeurs, ils ne sont pas sur un pied d'égalité parce qu'il est très difficile de les trouver. Moi-même, par exemple, qui les connais, je sais que des normes sont élaborées, je ne peux même pas les trouver sur Google. Comment faciliter les choses pour les développeurs, pour qu'ils puissent trouver des solutions
créer des solutions et adapter, par exemple, aux entités juridiques. Euh, Par exemple, comment gérer les containers. Deuxième point, c'est notre relation avec Lucas qui est si importante. C'est la réglementation caduque. Un bon nombre des difficultés que nous rencontrons avec les problèmes de connectivité en deux systèmes et comment préparer et émettre un document pour un système et utiliser ce document dans un système entièrement différent, par exemple, pour décharger la marchandise. Et c'est là où l'aspect juridique intervient. Ces documents sont des équivalents fonctionnels du document papier physique. Nous voyons quels sont les obstacles. Et les obstacles de droit privé est un problème aussi. Il existe énormément de conditions et même si on fait tout ce qu'il faut pour normaliser les choses, comment par exemple émettre des lettres et par exemple, il sera impossible d'utiliser ces lettres de connaissement dans, établies ailleurs dans le point d'arrivée. Bon, voilà, fantastique. Alors, les normes sont ce qui est important. C'est là qu'intervient l'efficacité. Comment, par exemple, faire en sorte que lorsque on trouve, par exemple, une norme pour le connaissement d'embarquement et que l'on soit fintech, transporteur qui utilise ces solutions, il faut que la solution s'adapte à vos besoins. Voilà quels sont les 5 grands domaines. Et nous voyons qu'il ne s'agit pas d'un seul défi. Et je crois que ce qui me prive de sommeil, c'est peut-être le côté juridique. Et du point de vue des normes, je pense que les normes sont nombreuses. La technologie ne m'inquiète pas. Il y a des manières de le gérer. Mais pour ce qui est de la réglementation caduque et les contrats de droit privé, je pense que c'est ce qui pose le plus de problèmes et qui va sans doute entraver l'efficacité des transactions et de la numérisation. Merci beaucoup pour le travail que vous faites et vous avez parlé de la réglementation, du droit contractuel privé. Je pense que ce sont précisément ce qui nous mène à l'interopérabilité contractuelle. Je vais passer maintenant à Luca, peut-être. Luca, la loi modèle de la CNU-DCI a été adoptée en 2017 et sur un post LinkedIn, j'ai lu que c'est un trésor caché. Alors, dévoilons ce trésor. Pourquoi est-ce que cette loi modèle est si importante? Et pour commencer, par exemple, qu'est-ce que ces registres électroniques transférables permettent de faire pour le commerce international? Merci Emmanuel. Avant toute chose, merci beaucoup de m'avoir invité. Et je remercie aussi tous les autres orateurs et les participants. La journée a été longue et je vois qu'ils sont encore nombreux. On rentre dans le dur ici parce que voici l'avocat. Et Oswald a fait une très belle présentation et je suis déchiré. Celui qui va me suivre est aussi avocat, mais lorsque je veux tuer un projet, je demande un avis juridique et la solution facile, peut-être, on la trouve dans Shakespeare. La première solution serait de tuer tous les avocats, mais je crois que la proposition la plus célèbre est la suivante. C'est que si vous ne voulez pas suivre la proposition de Shakespeare, peut-être qu'on peut réfléchir comme solution à l'uniformisation de la loi, à l'uniformisation du droit. Je travaille pour la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce et en fait, cette commission pour le droit commercial international a élaboré énormément de documents pour précisément ce genre d'activité sur les services de gestion transfrontière et les services de confiance. Pour ce qui est du projet
actuel, qui est le projet de registre électronique transférable, le plus important, c'est d'éliminer les obstacles à l'utilisation numérique d'une série de documents qui permettent de recevoir de l'argent ou des marchandises. Ce sont des documents très importants. D'après la pratique, en fait, les notes compromissoires, les lettres de connaissement, etc., il est important de comprendre qu'un document a la possibilité de percevoir de l'argent ou de recevoir des marchandises. Donc, ça a une valeur. Tout ce qui a été dit pour l'instant est valable. Et tout, en fait, s'ajuste. Depuis longtemps, c'était l'élément manquant qui doit permettre cette notion de pipeline de données dans la logistique. Et par exemple aussi la facilitation du commerce sans document ou dématérialisé, etc. Selon un modèle sur les registres électroniques transférables, l'ETR, permet de façon très spécifique d'utiliser les chaînes de blocs puisqu'il est neutre sur le plan technologique et donne des orientations sur la façon de la mettre en œuvre grâce précisément aux chaînes de blocs. Et nous mène à l'information dynamique qui nous provient de l'Internet des objets, par exemple, permet également d'intégrer ce que l'on appelle les contrats intelligents et que l'on pourrait appeler, par exemple, des écrits persistants. Enfin, on pourrait en parler. Pourquoi est-ce que c'est si positif? Tout d'abord, je voudrais répondre à d'éventuelles préoccupations. Il n'existe pas de réglementation, en fait. Comme je l'ai dit, c'est neutre sur le plan technologique, mais pas seulement pour qu'il résiste au temps. Il est neutre sur le plan technologique parce qu'il s'agit principalement de favoriser l'interfonctionnement. Nous sommes donc favorables à la neutralité technologique et à des accords de reconnaissance mutuelle sur le plan juridique en tant que passerelle qui permettent cet interfonctionnement et qui permettent aux données d'être échangées. Nous voulons échanger les données, la réutiliser, analyser les données, améliorer l'efficacité, améliorer les contrôles. Ce que ce modèle a de positif, et ce modèle sur les transactions électroniques et signatures électroniques ont été adoptés par une centaine d'États, c'est-à-dire que il y a une chance sur deux pour que ce soit déjà en vigueur dans votre pays. Il se fonde sur l'équivalence fonctionnelle. En d'autres termes, ce que l'on appelle la loi substantielle, c'est-à-dire ce qui définit les droits et obligations d'une partie. Et il en va de même que le document soit sur papier ou électronique, ce qui est très pratique, surtout si on passe du papier, de l'électronique au papier, mais le droit quant au fond ne change pas, c'est-à-dire droit et obligation. Compte tenu de cette optique, tout ce qui peut être fait sur papier peut aussi l'être de façon électronique, c'est-à-dire la gestion des tiers qui ne sont pas liés par contrat avec les deux parties au document principal. Ce qui signifie que l'on peut aussi l'utiliser comme collatéral avec les mêmes exigences de capitalisation et qui sont demandées pour les documents sur papier. Comme je l'ai dit, on peut y ajouter des métadonnées, les informations dynamiques d'Oracle, de contrats électroniques ou d'autres, et tout ce que l'on souhaite y ajouter à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, comme je le dis, le commerce, c'est surtout la supervision des transactions et sur la base d'informations qui trouvent leur origine dans les objets. En tout, on a déjà entendu tout à l'heure quelle est l'importance des objets. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons mettre l'accent
Sur l'objectif final et en dernière instance, l'objectif est bien de favoriser le financement du commerce électronique et de la logistique électronique. Je crois qu'ici, nous devons avoir une vision. Lorsque nous avons une transaction commerciale, en fait, il s'agit d'une transaction économique, par exemple, un contrat de vente de marchandises. Bien entendu, des documents commerciaux figurent sur papier. Il peut y en avoir jusqu'à une centaine qui contiennent les obligations. La même information, idéalement, devrait contenir la même information. Parfois, ce n'est pas possible, parfois, ce n'est pas prévu pour tous les pays. Avec une petite modification, lorsque l'on dit que la numérisation signifie simplification, cela implique une révolution tranquille, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de tous ces documents, on abandonne ces documents et toutes les informations sur la transaction sont inscrites dans un registre électronique unique qui est également transférable. Toutes les informations sont à jour, sont précises et sont authentiques. Et ensuite, à partir de là, on peut générer tous les documents que l'on souhaite à partir de cette source. Et on peut bien entendu les mettre à jour. Vous voyez ici que les coûts de respect des règles sont inférieurs, la gouvernance est meilleure, réduit les erreurs et les incohérences, ainsi que réduit les opportunités de fraude. Combien de documents devez-vous mettre à jour à cause d'un retard dans la date prévue d'arrivée? Et ça aurait pu être fait une seule fois, à la source. Et peut-être qu'il faudra le faire de nouveau parce que vous ne savez pas exactement quand est-ce que le cargo pourra être déchargé, la marchandise pourra être déchargée. Je vais conclure parce que c'est important aujourd'hui en vous donnant un exemple de ce que cela veut dire pour la reprise économique post-Covid. Nous souhaitons réduire ou plutôt augmenter le commerce dématérialisé parce qu'il réduit l'interaction personnelle. Nous savons par exemple que les chaînes de blocs permettent d'améliorer la traçabilité. Par exemple, d'où viennent ces médicaments? Qui donne les garanties que ces médicaments sont bien ceux que j'ai achetés? Et ce n'est pas seulement du point de vue des pays développés, mais de tous les pays. Lorsque toutes ces informations sont disponibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est enfin possible d'améliorer la gouvernance. Il est possible d'exercer des contrôles et d'établir une priorité dans la fourniture des cargaisons. Ensuite, bien entendu, à moyen terme, et c'est ce que nous défendons aussi, tout ceci, les contrôles, la lutte contre la fraude, la réduction des risques et l'utilisation de la gestion des identités, des identificateurs numériques, etc. Tout ceci signifie que nous connaissions mieux les parties. Nous avons plus d'informations. Et ces deux parties peuvent obtenir des avantages avec un accès amélioré à des crédits moins chers. C'est une loi modèle. Elle peut être adaptée aux besoins juridiques de chaque juridiction. Et je suis très heureux de voir que nous le faisons en Angleterre, mais quelle que soit la dimension d'un pays ou d'une économie, grande ou petite, tous peuvent y avoir accès. Et peut-être que certains pourraient être en mesure de faire un saut de géant et de rattraper le retard. C'est si facile à faire avec les outils dont nous disposons aujourd'hui. Merci pour cette introduction. Je vais maintenant vous présenter Sarah. Vous cherchez à transposer cette loi modèle en droit britannique.
n'est pas forcément simple de changer la loi et de permettre les registres électroniques transférables. Pourquoi est-ce que c'est difficile et de quelle euh, manière est-ce qu'on peut aborder cette question? Nous sommes impatients d'en apprendre de votre expérience. L'exercice est intéressant et de l'extérieur, j'imagine que le processus peut être frustrant. J'imagine notamment que pourquoi ne pas simplement écrire une loi qui nous peut dire utilisons la documentation électronique. Ça pourrait être le cas. On peut tous penser cette question. Mais on se rend compte assez rapidement que ce n'est pas aussi simple que cela. Et en fait, nous avons donc un excellent cadre qui permet à toutes les juridictions d'avoir des orientations et des conseils pour adapter cette loi modèle au particularisme de chacun des systèmes. Ce qui me paraît utile pendant tout ce projet, et je dois dire que la Commission de l'ONU est sur le point de publier d'ici un mois un document de consultation à propos de notre proposition. Et j'étais observatrice dans les groupes de travail de différents organes dans le monde. Parce que, bien entendu, tous les pays rencontrent les mêmes difficultés. Pour nous, il était important de ne pas élaborer de propositions de façon préjugée, parce que tout le monde allait nous dire qu'il existe des choses évidentes et d'autres impossibles. C'est inutile, ça ne fonctionnerait pas. Nous souhaitons l'interfonctionnement entre les systèmes juridiques. C'est quelque chose d'essentiel. Mais ce n'est pas aussi simple, bien entendu, de dire que tout le monde devrait faire la même chose, parce qu'il faut tenir compte des particularismes. Donc, c'était très utile d'être observatrice dans les groupes de travail. Nous avons donc élaboré dans la commission du droit, nous avons donc élaboré des propositions en fonction de ce que les autres faisaient. Et c'est pourquoi on peut avoir énormément de connaissances, bien connaître ces systèmes, et je dois dire qu'il existe un terrain commun. Je m'en félicite, même si, en fait, certains détails nous échappent. Il y a tant de choses sur lesquelles nous pouvons travailler, collaborer ensemble, et qui fonctionnent dans chacune des juridictions. Donc, je suis relativement positive. Nous avons dit également dans nos propositions que nous avons des dispositions pour les changements de médias. En d'autres termes, si un document peut être acceptable en vertu du droit juridique, et ces documents correspondent parfaitement à la documentation sur papier, et il est possible de changer de vecteur. Si ce document vient d'une juridiction qui ne reconnaît pas encore les documents électroniques, il existe également une reconnaissance selon laquelle le changement du moyen, du média, papier ou électronique, n'aura pas d'incidence sur la transaction. Quels sont les particularismes du droit britannique? Quel est le contexte principal qui a constitué une entrave? C'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les entraves juridiques. Il est évident que ce n'est valable que si on réfléchit à ce qui se passe récemment. Et si l'on revient sur l'histoire du droit britannique, nous ne devons pas être préoccupés par la numérisation. La question ne s'est jamais véritablement posée précédemment. Le problème en droit anglais, c'est la question de la possession. Le problème de ces documents numérisés, selon le droit anglais, c'est qu'ils ne peuvent pas être détenus, possédés par quelqu'un. Ainsi, ils ne peuvent pas être utilisés
comme les documents papier. Notre projet a donc pour objet de de séparer ces deux aspects, de les dissocier. Comme je l'ai dit, la question ne s'est jamais véritablement posée précédemment parce que si vous vouliez un cheval ou une vache, vous pouviez les détenir. Aujourd'hui, il y a toute une série de choses qui sont numérisées et donc c'est une et ce sont des choses que vous pouvez posséder comme vous pouvez posséder quelque chose de plus conventionnel. L'objectif est le même que celui de Mélissa. Nous faisons des choses très similaires. Il y a une équivalence fonctionnelle qui est fournie. Concernant le contrôle des documents, cela a un effet juridique. Cela prend donc la même forme que ce que nous proposons, mais en droit anglais, nous élargissons la notion de possession. Ainsi, si un document numérisé présente certaines caractéristiques, et ça c'est très important parce que nous ne disons pas tout ce qui est immatériel peut être détenu parce que cela aurait des conséquences très importantes que nous ne voulons pas. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons isolé certaines caractéristiques de détention, de possession. Et si un document présente ces caractéristiques, il peut être détenu en vertu du droit anglais. Il s'agit donc d'un moyen compatible d'arriver au même objectif. Ce sont des propositions donc que nous faisons. Si ces propositions sont adoptées, les documents électroniques seront traités exactement de la même manière s'ils présentent ces caractéristiques que les documents papier. La question sera ensuite renvoyée aux spécialistes des technologies. Il leur incombera ainsi à ces parties commerciales ou autres parties de formuler des documents qui, au titre du droit anglais, correspondent à ces caractéristiques. Les propositions sont neutres en termes de technologie. Nous essayons bien sûr de les rendre aussi neutres que possible aux évolutions technologiques parce que nous ne savons pas ce que les technologies seront demain. Nous voulons donc assurer cette certitude. Il faut que ces technologies aient la reconnaissance juridique nécessaire pour assurer la reconnaissance juridique des documents. Voilà notre objectif et l'objectif de nos propositions. Merci beaucoup d'avoir indiqué cet élargissement de la notion de possession. Auriez-vous des conseils à donner au gouvernement qui veulent adopter cette loi type? Peut-être que Luca pourrait répondre également. Luca, quel est le principal obstacle? Sarah, en premier, puis Luca. De notre point de vue, et je pense que Luca aura probablement une connaissance plus large, mais de mon point de vue, je recommanderais à tout gouvernement ou à tout organe qui se penche sur ces questions de lire cette loi type. Peut-être qu'ils seront rebutés par le fait qu'une partie du texte n'est pas immédiatement compatible avec leur système juridique, mais il faut identifier les éléments communs. Il y a un grand nombre d'éléments dans cette loi type
que nous pouvons transférer aux juridictions. Beaucoup d'éléments qui sont utiles. Il y a de nombreuses instances qui accordent beaucoup de leur temps, qui sont passionnés par cet objectif et cela a été vraiment quelque chose de très important pour nous. Nous avons pu comprendre ce qui se cachait derrière ces éléments, comment nous pouvions l'adapter au droit anglais. Et donc, discuter avec les parties concernées a été extrêmement utile pour nous. Quand pouvons-nous nous attendre à une modification du droit anglais? Est-ce que vous avez une échéance? Alors, bon, moi, je ne peux parler que des réformes, mais la réforme devrait être achevée d'ici la fin de cette année et donc l'adoption devrait intervenir début 2022. Luca, est-ce que vous souhaiteriez vous aussi répondre à cette question? Tout d'abord, je souhaite remercier Sarah des mots qu'elle a prononcés. C'est un signe d'appréciation important d'entendre que la collaboration a été importante pour un pays tel que le sien. Nous savons que le droit anglais est souvent le droit de référence. Il est important d'avoir cette perspective de coopération entre les différentes juridictions. Et entre les différents types de droits. Je crois qu'au cours des prochains mois, nous verrons davantage d'organisations régionales soutenir cette loi type. Et il est important de préserver ces interactions. Peut-être qu'Oswald pourra compléter ma réponse, mais bientôt, nous pourrons inclure une page qui présente des informations sur la DSI et sur la loi type MLETR. Alors, concernant les pays en développement, c'est une question qui me tient très à cœur. Selon mon expérience, il n'est pas difficile de promulguer une loi, il est difficile de la mettre en œuvre. Un renforcement des capacités des acteurs concernés est nécessaire, notamment des juges. Le problème numéro 1, c'est le changement culturel du secteur public. Il est nécessaire, par exemple, de convaincre les douanes qu'un document électronique est tout aussi fiable qu'un document papier. Ce n'est pas facile pour plusieurs raisons. Bien sûr, il existe un grand nombre d'autres problèmes de ressources financières, humaines, infrastructures techniques, mais tout peut être surmonté et il existe un grand nombre d'occasions à saisir. Elles sont nombreuses. Mais le plus difficile, c'est le changement culturel. Cela est lié au fait, notamment qu'il n'est pas suffisant d'avoir d'excellents ingénieurs informatiques. Il faut que tout le monde dispose d'une certaine connaissance du numérique afin que chacun puisse en tirer parti et que l'on puisse établir des arrangements qui soient fructueux. Merci. Oswald, souhaitiez-vous intervenir très rapidement? Oui, brièvement, j'aimerais mentionner exactement ce qu'a dit Luca. Comment donner les moyens à la communauté des entreprises de participer à ce dialogue? Au cours des prochains jours, nous allons mettre en place une présence en ligne pour que les directeurs d'entreprise puissent faire avancer cette discussion pour qu'il puisse y avoir des collaborations entre public et privé. Un grand nombre de questions s'adressent à vous, Sarah, dans le chat concernant le MLETR. Peut-être que vous pourriez y répondre dans le chat ou alors transmettre votre adresse email parce que nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes ces questions.
Nous allons avancer. J'aimerais revenir à une question que nous avons examinée précédemment, les lacunes en termes de financement du commerce et les MPME. Michael, je sais que vous êtes très actif sur ce front. Vous avez montré une diapositive très intéressante dans vos diapositives d'ouverture. Que devons-nous faire pour mettre en place un écosystème du financement du commerce amélioré? Merci. Je crois que nous commençons à peine à comprendre comment ces technologies peuvent accroître les financements à la disposition des MPME. Le rapport que vous avez mentionné est vraiment très positif. Il met en évidence toute une série de points. J'aimerais m'arrêter sur certains éléments. Il s'agit d'assurer la disponibilité d'une identité numérique pour les MPME. Il faut qu'elles puissent se numériser en amont. Ça, c'est une première étape essentielle. Deuxième point, qu'est-ce qu'il faut numériser pour que les MPME aient un plus large accès au financement? Bien sûr, on parle de numérisation de bout en bout, c'est quelque chose de merveilleux, c'est un rêve, mais il est important de comprendre par quoi il faut commencer. Il faut d'abord éviter les doubles financements. On l'a mentionné lors d'une session précédente, c'est un élément absolument essentiel pour entamer ce processus. Et puis, troisième élément que j'aimerais mentionner, il concerne la réglementation et les politiques qui permettent aux petites entreprises d'obtenir des financements. Beaucoup de banques ne prêtent pas à des petites entreprises parce que cela n'en vaut pas la peine ou parce que le risque est grand. Il faut donc voir comment on peut prêter à ces entreprises à des risques plus faibles. Il faut comprendre les risques, il faut travailler à travers des modélisations. Il faut utiliser des moyens plus intelligents d'utiliser les financements mixtes. Je crois qu'il y a plusieurs choses à faire à ce niveau-là. Alors que ces éléments numériques se mettent en place, eh bien, le quatrième élément consistera à améliorer l'accès des entreprises aux liquidités à travers les marchés des capitaux. Ici, il s'agit de transparence, de risque, et il s'agit pour ces marchés de comprendre les risques. Si vous avez des biens à expédier, vous avez besoin de financement pour les expédier. Il faut que toutes les informations nécessaires soient disponibles pour obtenir ce financement. Et puis, nous avons déjà parlé plusieurs fois de renforcement des capacités de formation. Comment pouvons-nous former les MPME aux différents canaux qui sont à leur disposition? Voilà donc les éléments principaux qui me viennent à l'esprit. Il y en aurait d'autres, évidemment. Merci beaucoup, Michael. Oswald, je sais que la CCI a récemment publié différentes déclaration à ce sujet et lancer une campagne Save Our SMEs, sauvons nos PME en 2020. Avez-vous un avis à ce sujet? Oui, suite en particulier à la situation des 12 derniers mois, eh bien, il faut assurer des liquidités pour les PME. Je crois que nous considérerons à l'avenir que cette période a été une période très productive en termes d'innovation. Des lois types telles que celles sur lesquelles planchent Luca et Sarah nous permettront d'offrir de nouvelles possibilités d'affaires. J'ai eu le privilège de rencontrer de merveilleuses entreprises. J'ai vu d'excellents modèles de technologie qui aident déjà les PME.
John Denton a mentionné notre plateforme TradeNow. Il s'agit vraiment de voir comment des entreprises qui proposent de nouveaux modèles à travers les chaînes de blocs peuvent aider, collaborer pour aider le plus grand nombre de PME possible. Nous vivons une période d'innovation et notamment en termes de financement des PME. Merci Oswald. Nous avons beaucoup parlé du cadre réglementaire et sur LinkedIn, une image a été très souvent partagée au cours des derniers mois. Quel est le principal moteur de la numérisation? Le PDG, le directeur financier de la COVID-19. Mais qu'en est-il des gouvernements? Que faut-il faire pour favoriser cette transformation numérique? Et je me tourne vers vous, Sarah, pour répondre à cette question en premier. Quelle est la question? Quel est le principal moteur? Non, la question est quel est le rôle des gouvernements pour assurer la transformation numérique du commerce? Eh bien, je crois qu'il s'agit d'un mélange de ce qui a déjà été mentionné aujourd'hui. Je crois que sans l'infrastructure juridique, cela n'est pas possible. Ma réponse instinctive serait de dire que ce sont les utilisateurs qui pilotent tout cela. Mais si nous n'avons pas de certitude juridique, eh bien, il n'y aura pas les investissements nécessaires. Ce n'est pas dans votre intérêt d'investir si vous n'avez pas la protection de la loi. Par conséquent, je pense que sans infrastructure juridique, eh bien, le reste ne suivra pas. Parme, j'aimerais maintenant vous poser une question. Votre entreprise IBM est très active dans le domaine des chaînes de blocs. Comment est-ce que les gouvernements des organisations internationales comme l'OMC peuvent soutenir les développements, les évolutions en termes de transition numérique du commerce? Eh bien, il y a deux choses. D'abord, c'est une procédure qui est en cours, mais il faut voir ce qui se passe à l'intérieur de l'institution, en dehors de l'institution. À l'intérieur, vous avez des processus qui sont en cours. Les flux de travail sont numérisés. Vous avez les systèmes OCR, la numérisation et d'autres processus. C'est quelque chose qui est en cours et qui se passe bien. Il s'agit simplement de numériser ce qui se passe aujourd'hui. Mais vous avez encore un document qui doit être utilisé lors de chaque étape du flux de travail. C'est une partie de la numérisation qui progresse, mais pas suffisamment. Ce qu'a mis en évidence la COVID, c'est le fait qu'on avait encore des marchandises coincées aux douanes. Lucas l'a dit précédemment, combien de documents faudra-t-il? Donc, la numérisation, c'est une chose, mais il faut que la numérisation dépasse vos 4 murs parce que c'est là que l'on peut vraiment gagner en efficacité. C'est comme cela que l'on s'améliore. Nous constatons donc des obstacles et nous avons un cadre qui s'appelle BOLT, B pour business. Les modèles d'entreprise actuels ne sont pas durables. Être à la recherche uniquement de parts de marché n'est pas suffisant aujourd'hui, notamment en période d'ODD. Nous devons donc travailler de manière plus intelligente ensemble. Cela signifie partager des données. Il s'agit donc d'un obstacle qui peu à peu est surmonté. Le O signifie opérationnalisation. Ces données doivent toujours pouvoir être partagées. Vous avez bien sûr des infrastructures, les nuages, etc. En termes de technologie, les entreprises commettent encore des erreurs, c'est-à-dire qu'elles
effectuent les flux de transactions, mais elles oublient certains aspects, continuité de l'activité, protection de la confidentialité, etc. Et puis, il y a des aspects juridiques. Que faut-il garder dans un pays ou dans une entreprise et qu'est-ce qu'il faut transmettre à travers des contrats juridiques? Et c'est là que le droit joue un rôle. Pouvons-nous attendre? On a parlé du Royaume-Uni, mais qu'en est-il du reste du monde? On parle de la notion d'un site neutre. Que faut-il faire dans l'intervalle en attendant que les autres rattrapent pour que tout le monde arrive au même niveau? Il faut numériser, mais en pleine confiance, ne pas simplement numériser. Nous sommes tous d'accord avec la nécessité d'accélérer les efforts. Regardons l'autre aspect de la médaille. Que se passera-t-il si nous ne faisons rien? Je vais demander à chaque intervenant de répondre en 1 minute. Quelles sont les conséquences de ne pas agir? Parme, je vous cède la parole en premier. Le scénario de l'immobilité, eh bien, si l'on avance avec les identités numériques, les contrats intelligents, etc., eh bien, il s'agit de faire plus que de numériser le commerce. Moi, ce dont j'ai peur, c'est d'avoir une bonne numérisation par opposition à une mauvaise numérisation. La bonne numérisation, elle est équitable, elle est neutre en carbone, elle prévoit la collaboration. La mauvaise numérisation, eh bien, on aura des îles numériques qui seront instaurées par des facteurs géopolitiques. Les négociations vont porter sur les stratégies API à quelles données est le danger? C'est une asymétrie de données? Si nous ne faisons rien, eh bien, nous aurons une course vers le bas. Et donc, le moment est venu d'agir pour une bonne numérisation. Michael, souhaiteriez-vous nous donner vos perspectives à ce sujet? Lors de la première session, je crois, un intervenant a parlé de nécessité. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Que l'on dirige un pays ou un gouvernement, une multinationale, il faut numériser. Nous n'avons pas le choix. Pour ceux qui le font bien, et je suis d'accord avec Pam, eh bien, ils vont gagner. Ceux qui n'y arrivent pas, eh bien, auront les effets inverses. Et nous verrons un écart en matière de financement du commerce pour les PME qui s'élargit. Beaucoup d'entreprises ont déjà désigné des directeurs des données. En 2016-2017, on a vu une tendance à désigner quelqu'un qui permettrait de faire en sorte que la 4e révolution industrielle ait lieu au sein des entreprises. Eh bien, les gouvernements doivent faire la même chose. Merci, Sarah. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit les préopinants. L'inaction serait très néfaste. Que se passerait-il? Eh bien, cela s'est déjà déroulé dans une certaine mesure. Les acteurs commerciaux ne vont pas attendre. Ce qu'ils vont faire, ce qu'ils font déjà, c'est de contourner cela. Ils vont essayer de parvenir à quelque chose qui est leur objectif, mais cela sera fait de manière inefficace. Cela sera fait de manière morcelée. Dans une juridiction de common law, comme c'est le cas dans mon pays, eh bien, les choses vont se développer de manière inefficace, de manière non optimale. Il est beaucoup plus utile
d'examiner les choses d'une manière qui permette de mettre en place quelque chose de simple. Sinon, les choses vont se faire de manière instable. À mon avis, il n'y a aucune raison de ne pas agir maintenant. Merci. Il ne nous reste plus que 4 minutes. Luca et Oswald, souhaiteriez-vous intervenir sur les conséquences de l'inaction? Luca, en premier. Je crois que nous devons être très pragmatiques plutôt. Tout le monde dit cela va se produire de toute façon, que l'on parle d'un pays ou d'une entreprise. Les conséquences de la non-participation active seront d'une part que l'on ne tirera pas profit des avantages, mais concrètement, cela signifie également que l'on sera entravé dans des compartiments de données. C'est la mise en œuvre d'une approche d'il y a 20 ou 30 ans, une prolifération de silos de données. Je pense donc qu'il est très important de comprendre le danger. Il s'agit d'un danger grave et immédiat. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit tous les autres intervenants. Les entreprises et les pays sont en concurrence dans une certaine mesure. Nous nous numérisons depuis 20 ans. La réalité est que dans certains pays et certaines entreprises vont se numériser plus rapidement et mieux que d'autres, et cela leur donnera un avantage compétitif. Dans le monde dans lequel je veux vivre, eh bien, les entreprises et les pays utilisent la numérisation pour atteindre ces merveilleux objectifs des Nations Unies. Mais si certains pays ou certaines entreprises ne suivent pas, eh bien, je crois que les conséquences seront très claires. Oui, très bien. Donc, les conséquences, c'est une course vers le bas, faire des laissés pour compte. Nous allons terminer sur une note positive, un appel à l'action. Que devons-nous faire pour ne pas avoir le même débat dans 5 ans? Qui souhaite intervenir en premier? Eh bien, la CNU, DCI et sa loi type sur les technologies des registres, les registres électroniques transférables. Michael, peut-être une autre proposition? Oui, il faut commencer par là, la MLETR. Il faut avoir un plan, désigner des responsables, franchir chaque jalon et affronter les véritables problèmes. Et enfin, mais point non moins important, il s'agit d'un problème classique de production manufacturière. C'est un problème tout à fait classique. Si vous numérisez de manière compartimentée, eh bien, vous n'allez pas agir sur l'ensemble du processus. Il faut d'abord régler le processus pour ensuite avoir les capitaux. Merci, Pam. Encore quelques mots de conclusion? Eh bien, pour conclure, je dirais que la numérisation va se produire. Nous avons vu que les personnes se connecteront et devront se connecter. Il faut donc intégrer cela pour intégrer les entreprises et les gouvernements. Sinon, les choses seront instables. Il faut donc bâtir, être prêt. Sarah? Je pense que ça peut être une expérience que la plupart des avocats ont déjà constatée. Et on a l'impression que globalement, nous sommes en train de réformer quelque chose qui remonte à 1982. Donc, je vois que nous ne sommes pas en train de nous précipiter, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être invasif lorsque c'est nécessaire. Bien, donc je vais lire le norme interopérabilité
collaboration, y compris la coopération. Voilà. Je crois qu'il ne me reste qu'à vous remercier, tous les orateurs de toute la journée. Merci également à tous les participants à cet événement pour une participation très active et bien entendu aux interprètes. J'espère que nous ayons été en mesure de démystifier les chaînes de blocs et la technologie numérique et qu'ils nous donnent des opportunités pour procéder à des échanges de manière efficace. Tout dépend maintenant de nous. C'est à nous de jouer et j'espère que ce séminaire pourra capitaliser l'action pour le bénéfice de tous, y compris les acteurs les plus petits des pays en développement. Et j'en termine maintenant avec le forum. Merci. La séance est levée.